sein du private pricing. Peut-être un petit mot pour démarrer. Régis, en 2 mots, présenter un peu ce que Fox Intelligence, que vous faites. Ah, il faut que tu allumes. C'est mieux comme ça, je crois. C'est mieux. Donc Fox Intelligence, nous on est une société de market intelligence spécialisée sur l'e-commerce. Ouais. Donc en fait on a nos insights qui viennent du plus gros panel de consommateurs e-commerce en Europe. Panel qu'on a créé en développant des applications mobiles qui sont à destination du grand public. La plus connue s'appelle CleanFox, elle a 4 millions d'utilisateurs en Europe. Je vous encourage à la télécharger d'ailleurs. Et en fait, grâce à cette application qui permet au grand public de se débarrasser des newsletters inutiles, forcément on a accès aux boîtes mail, et ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les données de transaction, on les anonymise et on les agrège. Et cette partie-là, elle est extrêmement importante parce qu'on ne revend pas de données personnelles, mais on agrège les données, on les anonymise, et ça permet du coup aux différents leaders de l'e-commerce de pouvoir prendre des décisions basées sur de la donnée, repérer des opportunités de croissance, faire des benchmarks de performance, réaliser une stratégie marketing, de pricing, etc. Donc ça, c'est l'activité de Fox Intelligence. Et aujourd'hui, nos clients, c'est des retailers, des marketplaces, des marques, des fonds d'investissement, des sociétés de conseil. Excellent. Est-ce que Thierry, tu peux nous parler 2 secondes du projet ITF1, peut-être pour les gens qui sont dans la salle, parce qu'on connaît TF1, mais on connaît moins ITF1. Alors moi, je suis en charge de la plateforme de streaming de TF1, qui sont MyTF1, TF1 Info pour LCI et TFU Max. Donc c'est tout l'aspect digital de diffusion en fait linéaire, donc des chaînes, et aussi non linéaire, donc tout ce qui est payant, non payant, gratuit, de toute la vidéo et du flux vidéo en streaming de TF1. Donc à la fois pour le B2C, donc pour les clients finaux, et du B2B, quand vous regardez le replay sur vos box Orange et SFR, ça passe aussi par les plateformes de streaming de TF1. Excellent, merci Thierry. Vous avez tous les deux un point commun, c'est que vous travaillez tous les deux avec AWS. Donc ça, on vous en remercie, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Est-ce que Régis, tu peux nous donner un petit peu quelques enseignements pour les gens qui nous écoutent de ce que la plateforme AWS vous aide à faire, que vous ne pourriez pas faire avec des outils on-prem classiquement? Et quel niveau d'usage vous avez aujourd'hui de la plateforme par rapport à Fox Intelligence? Alors, déjà, ce que ça nous permet de faire, pour donner un peu plus de contexte sur ce que fait Fox Intelligence, il s'avère que la donnée que nous, on va récupérer, qui est la donnée brute, elle a très peu ou pas du tout de valeur. Cette donnée, elle doit être massivement enrichie, par exemple en géolocalisation, en catégorisant des produits, en identifiant les marques, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'enrichissements qui doivent être faits. Et quand on a commencé à commercialiser nos insights, on avait de la donnée qui était rafraîchie mensuellement, et on avait beaucoup de retard. Aujourd'hui, elle est rafraîchie de manière hebdomadaire et on est à l'heure, et on aimerait bien un jour pouvoir la rafraîchir de manière quotidienne. Donc en fait, pour faire ça, on est obligé d'automatiser un maximum de choses chez nous. Et automatiser des choses, ça passe par de l'innovation technologique qui peut être du machine learning ou l'intelligence artificielle, ou même d'autres types de services. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est que quand je parle de mise à jour de données, qui est hebdomadaire, qu'on soit sur 2 ou sur 20 pays, on va toujours devoir la mettre à jour de manière hebdomadaire, mais on aura beaucoup plus de données à traiter. Donc là où aujourd'hui AWS nous a accompagnés, c'est que pour toutes les étapes de croissance qu'on a eues, on a toujours pu trouver la bonne solution chez AWS pour nous accompagner. Je vais prendre un petit exemple très rapide. Nous, on avait un système de catégorisation qui marchait avec un service d'AWS qui s'appelle SageMaker, qu'on a utilisé pendant 3 ans, qui a supporté notre croissance et qui marchait parfaitement bien. Et un jour, on a eu besoin de changer de type de modèle d'intelligence artificielle. On avait 350 modèles à gérer en production, c'était énorme. SageMaker ne fonctionnait plus. On a basculé sur un autre service d'AWS, et qui nous a permis de
de scaler sans problème à un coût qui est tout à fait raisonnable. Donc c'est vraiment un service, on n'utilise pas, ça ne coûte rien, mais en même temps, si on veut processer des centaines de millions de data points par jour, on peut le faire. Et donc je pense que c'est un bon exemple pour montrer que voilà, à chaque étape de notre croissance, on a toujours pu trouver le bon service au bon coût qui pouvait répondre à nos besoins. Merci Régis. Peut-être Thierry, tu peux nous dire un mot justement de ce que le cloud AWS vous permet de faire en termes de streaming sur ITF1 ? Ouais. Donc nous, on a commencé notre voyage dans le cloud il y a 5 ans à peu près. Donc on est passé du mode on-prem pour tout ce qui est infrastructure d'abord, donc tout ce qui est stockage de vidéos, parce qu'il y a le stockage des centaines de milliers d'heures de vidéos de tout ce qu'on doit streamer qui se passe là. Ensuite, il y a l'agilité, parce qu'on a voulu aller vite, parce que la concurrence va très vite. Quand on se voit en France, Netflix, Disney+, qui arrive, HBO Max, donc pour avancer, il faut aller vite. Et notre ambition, c'était d'être vraiment une plateforme de streaming derrière Netflix en France, ce qu'on est. On est la 2e en France en termes d'utilisateurs. Et donc cette agilité pour à la fois des features, à la fois du produit. Et le 3e axe, c'est le volume, en fait. On tape des volumes assez importants. Donc on peut prendre 3,5 millions de users en à peu près 5 minutes. Et on passe de 0 à 3 millions en 5 minutes. Donc c'est des dizaines de centaines de milliers de requêtes par seconde qu'on prend en charge de trafic, par exemple la finale Coupe du Monde. Et on passe d'une journée où on n'a pas de trafic. Donc par exemple quand vous regardez l'après-midi, les gens font la sieste ou sont au travail. Et d'un seul coup, vous avez la finale de Koh-Lanta le mardi soir. Donc il y a 20 ans, mes prédécesseurs, ils avaient fait des infras on-premise, mais vous dimensionnez pour le pic et vous l'utilisez pas. Et là, je dimensionne en fait plus à simplement. La volée. À la volée, exactement. Et je vais scaler l'infrastructure en 5 minutes. Agilité, scalabilité, volume. On retrouve à peu près les mêmes critères chez Fox, avec peut-être une dimension un peu plus rollout à l'international. Vous avez une dimension, peut-être tu peux nous donner un ordre d'idée là-dessus ? Ouais, alors clairement, nous, le scaling, il peut passer par 3 choses. Soit on va augmenter notre coverage, c'est-à-dire le nombre de e-commerçants qu'on va traquer sur notre plateforme, donc ça va augmenter le volume de données. Soit en effet, on va ouvrir des nouveaux pays. Fin 2021, on opérait sur 5 pays. Aujourd'hui, on est sur 12, très bientôt 15. Et je pense que dans quelques années, on sera sur une 50aine de pays. Donc en fait, et ça c'est notamment drivé par l'acquisition par Nielsen IQ qui opère déjà sur 90 pays. Donc on a vocation à opérer sur les mêmes pays où eux sont. Et en fait, clairement, plus on fait de pays, plus on a de volume de données. Et surtout qu'au début, on était sur des pays européens. Et par exemple, cette année, on nous a demandé, un peu sorti de nulle part, de travailler sur un panel américain qui avait été acquis par une autre startup de Nielsen IQ. Et en fait, le panel américain était 3 fois plus important que tous nos panels européens combinés. On a commencé à s'attaquer à l'Inde. On y arrive tout doucement, mais le panel indien va probablement être 2 fois plus gros que le panel américain. Donc, puis le panel chinois après, donc ouais, on va y aller étape par étape, mais en effet, il y a certains pays où forcément le volume de la donnée est énorme. Donc ça, pour nous, c'est très important dès aujourd'hui quand on pense à une solution. Et quand je dis une solution, c'est une application interne, c'est un modèle de machine learning qu'on va déployer, qui va processer de la donnée, c'est des pipelines de données. On est obligé de les concevoir en se disant il faut que ça fonctionne aujourd'hui à un coût raisonnable, mais il faut aussi que ça fonctionne demain quand on devra processer 10, 20, 30 ou 50 fois plus de données. Et ça, c'est des choses aussi qui sont possibles via le cloud et via certains services qu'on va trouver chez AWS, parce que ça rejoint vraiment cette idée de pouvoir passer de 0 à beaucoup en très peu de temps, et ça, c'est hyper important pour nous. Alors justement, les montées en charge chez Fox, c'est peut-être pas tout à fait la même problématique que sur l'hyper-streaming qui était évoqué juste avant sur ITF1. Vous avez besoin aussi quand même d'anticiper les grosses montées de panels, mais est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager avec la salle sur
Comment toi t'anticipes les montées en charge d'un point de vue panel de données, parce que c'est plutôt en fonction des demandes que vous pouvez anticiper le volume. Et est-ce qu'il y a aussi ce besoin d'être hyper réactif Je vais reprendre l'exemple que je donnais un peu plus tôt sur ce panel américain. En fait, en début d'année, on a complètement refondé notre plateforme de gestion des modèles de machine learning. Et on est arrivé sur cette nouvelle solution, mais qui est notamment à base de Lambda, qui est un service d'AWS. Et vraiment, cette solution, elle avait été pensée pour des volumes qu'on avait dans les panels européens. Et quand on a eu le panel américain, on nous a demandé de, du coup, processer les data points du panel américain via ce système nouvellement créé. Et donc ça, c'était pas quelque chose qu'on avait anticipé. Les USA n'étaient même pas sur notre roadmap de pays à ouvrir. C'était un process un peu différent parce que généralement, quand on ouvre un pays, il faut créer le panel. Donc on a entre guillemets un peu le temps de voir venir. Là, c'était un panel existant qu'on nous a mis entre les mains. Donc c'était impossible d'anticiper les choses. Et il s'avère que on a réussi à encaisser la charge sans aucun problème à des coûts très raisonnables. Donc on ne peut pas toujours anticiper. Notamment parce que maintenant qu'on est dans un groupe tel que Nissan AQ, qui est un grand groupe, on sait qu'il y a des projets qui peuvent arriver parfois de manière un peu imprévue. Et nous, ce qu'on veut, c'est être capable de pouvoir les prendre en charge et de gérer des volumes de données conséquents. Parce qu'on sait que nos applications elles sont résilientes, que la code base est propre et qu'on a pris les bons outils dans le cloud, parce que nous on est à 100% sur le cloud, les bons outils pour scaler. Merci Régis. Et alors Thierry, est-ce que tu peux nous dire si tu as aussi ces problématiques de rollout à l'international? Parce que c'est vrai que ITF1, on pense tout de suite France, streaming en France, mais je pense que vous êtes quand même une plateforme globale. Est-ce que tu as eu à adresser aussi cet aspect un peu scale-out à l'international? Alors, pas trop à l'international, c'est plutôt en France, mais extra hexagone de fait, parce que typiquement Antilles, Réunion, Polynésie, France et Dom-Tom. France et Dom-Tom, et donc là on va attaquer plutôt le reste. C'est plutôt des faibles volumes, c'est plus des problématiques de réseau qu'on a avec du CDN ou assurer un bon trafic là-bas et du cache là-bas. C'est moins des problématiques de volume. D'accord. Est-ce que il y a eu des enseignements tirés sur la gestion des incidents, potentiellement des coupures, des pannes, etc. Tu peux partager je dis toujours qu'on n'est jamais préparé à tout, donc je suppose que quand on lance une plateforme de streaming, on peut être face à des très grosses montées en charge. Parfois on se dit ça sature, ça va pas tenir. Est-ce qu'il y a eu des cas où effectivement c'était compliqué à gérer Alors, il y a 5 ans, c'était compliqué parce que pendant le France-Argentine, la Coupe du Monde des quarts de finale, il y a eu écran noir pendant 40 minutes. De là, mon arrivée, et de là, tout changé. Depuis, ça a été mieux. Justement, mes petits camarades Netflix se sont plantés 3 fois sur du live cette année. Pour ceux qui ont vu Chris Rock, ils n'ont pas pu parce qu'1h30 dans le noir. La finale d'une télé-réal de Netflix dans le noir aussi pendant 40 minutes. Finale de Top Chef il y a 3 ans dans le noir. Donc effectivement, c'est un problème. Moi, j'avoue, je me prépare 6 mois à l'avance, en fait. On va tester les API, on va bourriner avec des requêtes depuis un cloud externe sur le cloud AWS. Donc on teste aussi le cloud AWS, notamment la montée en charge d'AWS et la scalabilité des serveurs. Et on se prépare à l'avance, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes on monitore et on va augmenter les pods manuellement au fur et à mesure pour atteindre 3000 pods, 5000 pods en à peu près 10 minutes. Et en parallèle, dans les soucis d'incidents, c'est préparé sur la cyber pendant la Coupe du Monde, parce qu'on a commencé à se faire attaquer par des robots, des dizaines de milliers de robots internationaux pendant les matchs d'équipe de France. Donc qui tentaient, qui n'ont pas réussi, et on a pu se protéger comme ça, mais parce qu'on était préparé en fait. Donc tout est dans la préparation pendant des mois de volumétrie, de cyber et de choses comme ça. Ouais, donc c'était un peu ma deuxième question, c'est anticipation, préparation. Vous avez des plans de reprise, d'activité forcément c'est totalement paranoïaque, parce que c'est du live. Donc comme on a un business model, contrairement à d'autres, nous on est gratuit, donc si on fait la fameuse pub de la mi-temps, si elle tient pas, si on n'arrive pas à la tenir ou s'il y a du noir, en fait c'est notre revenu qui tombe, parce qu'on n'a pas d'abonnés. Donc si on voit pas la pub, on n'est pas monétisé.
Donc on a vraiment un jeu de qualité de service, d'assurer les images et d'assurer le live. Et on a une culture télé quand même. Je suis digital, mais on vient de la télé. Et la télé, qu'on veuille ou non, il n'y a pas d'écran noir. Donc ça, c'est fortement ancré. Et du coup, pourquoi le cloud AWS, pas un autre cloud? Est-ce que quelque chose a fait que naturellement, enfin, je provoque un peu, mais vous êtes naturellement allé sur AWS parce qu'il y avait quelque chose que vous trouviez pas ailleurs, ou est-ce que c'était un hasard? Comment s'est fait cette rencontre en fait? Comment ça s'est fait? On est plutôt une communauté de développeurs dans le digital ITF1. Donc c'est plus d'une centaine de personnes de dev. Très open source et plutôt très agile. J'avais mis en place changement de regard en agile avant et ça s'est fait assez naturellement pour rapidité de développement essentiellement. D'accord. Essentiellement là. Mais c'est la communauté de développeurs qui a poussé un peu à l'adoption. Ouais. Et les infras derrière, forcément, mais c'est venu d'abord de là. Régis, vous êtes allé chez Fox, vous avez atterri sur AWS un peu dans cette même dynamique, communauté de développeurs, approche open source, ou c'était autre chose? Nous, c'est un peu différent, dans le sens où la société est sur le cloud depuis toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce basculement du on-premise au cloud, et notamment parce que nous, on existe depuis 2016. Donc on est un peu plus récent. Et je pense que quand on est une start-up, et donc forcément on n'a pas énormément de moyens ni de ressources, de toute façon on ne peut pas gérer des serveurs, on ne peut pas avoir les compétences pour le faire, et on sait que aller vers un cloud provider, c'est la bonne solution. AWS a notamment une politique aussi pour accompagner des startups, donner des crédits quand les startups se créent, etc. Donc forcément c'est ça qui a provoqué notre choix. Mais nous, ce qui a provoqué notre choix d'aller chez AWS, mais de toute façon on n'avait pas le choix. C'était le cloud ou rien, sinon on serait déjà mort depuis longtemps. C'est une question de survie, quoi. Exactement. Presque, hein, c'est une question de survie. Exactement. Ouais. On a un peu la même problématique chez ITF1 de questions de survie un peu. Aujourd'hui, ça paraîtrait complètement dingue de penser qu'on le fera on-prem, quoi. Ah, totalement, ouais. Enfin, quand on voit la compétition, de toute manière, c'est des volumes. On est à côté de Netflix, Prime Video. C'est tellement des gros volumes. Et si on veut lancer des nouveaux services, si on veut faire des choses nouvelles, des chaînes, sur MyTF1, on a une centaine de chaînes qui passent pas à la télévision. Enfin, on a mis en place ça en 3 mois. Donc on a une centaine de chaînes live, vous pouvez regarder Tout danse avec les stars toute la journée, vous pouvez regarder Les Feux de l'amour toute la journée. Et ça, c'est pur digital, et ça, on n'aurait pas pu faire avec des technologies broadcast ou télévisuelles. Ou lancer une offre payante qu'on a faite en 3 mois, c'est des choses qui étaient simplement pas possibles il y a 4-5 ans. 3 mois, c'est un time to market moyen sur un business comme le streaming, la streaming TV, ou c'est pas vraiment un standard? Est-ce que c'est plutôt bonne... Ça dépend si on change de business model. Quand on passe sur du payant comme on a fait, c'est plutôt 6 mois, mais il y a eu l'offre marketing à préparer avant. Ouais. Si c'est du pure tech, comme des chaînes, faire des chaînes, je dirais assez simples, la chaîne Koh-Lanta, c'est 3 mois, limite 2 mois. D'accord. Ça dépend vraiment du business model qu'on a. Si on veut faire des choses plus personnalisées, donc je veux faire ma chaîne à moi, je veux faire des choses comme ça, là ça met en place plutôt de la data, des data layers, c'est plus 6 mois, je pense, 6-9 mois. Et est-ce que dans cette industrie un peu de la télé, aujourd'hui, il y a des choses il y a des nouvelles émissions qui se lancent régulièrement, tout le temps. Est-ce qu'on pense plus naturellement maintenant à une télé digitale comme ITF1 qu'à une télé traditionnelle comme TF1, parce que vous avez cette agilité à lancer, à mettre en opérabilité une nouvelle émission, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? On commence à avoir, donc on a des contenus purs digitaux. Ouais. Donc c'est en acquisition de contenu, il y a tout Weeds, Mad Men qui sont sur MyTF1 qui sont pas du tout à la télé. Ouais. Donc mais c'est une politique d'acquisition digitale, et il y a aussi tout ce qui est télé-réalité qu'on fournit énormément en digital qui n'est pas à la télé. Et on va faire plutôt une offre complémentaire à la télé. Donc on va faire les backstage, les extraits qu'on voit pas, ou plein de choses autour de The Voice. Vous voulez voir les candidats, des interviews, tout ça va être purement digital. Mais c'est plus autour du contenu qu'une offre purement technologique. D'accord. Et alors, Régis, chez Fox, vous avez aussi un espèce de time to market très court, comme on retrouve un peu avec Thierry?
Ouais, ça c'est vraiment méga important. Et pour nous, il y a deux sujets dans le time to market. Ça dépend ce qu'on fait. On peut soit ouvrir une nouvelle industrie. Ouais. Et ouvrir une nouvelle industrie, ça veut souvent dire qu'on va devoir traiter un type de données qu'on n'avait pas l'habitude de traiter avant. Peut-être essayer de trouver une solution pour le faire et le faire rapidement. Et ça, clairement, nous on apprécie beaucoup les services managés chez AWS. Parce qu'en fait, c'est certes un peu plus cher, mais toute la complexité technique, elle est chez AWS, et ça nous permet de lancer des tests hyper facilement, et du coup de trouver la bonne solution à notre problème. Et donc ça, c'est pour des nouvelles industries. Et si c'est un type to market pour un nouveau pays, bah, c'est un peu comme ce que je disais précédemment, là c'est vraiment une question de scaling, parce que on va avoir ce flux de données supplémentaire qui va arriver, qui va se mélanger au flux existant et qu'on va devoir traiter dans le même temps. Et là, c'est vraiment, vraiment le sujet de scaling qui est important. Et au-delà du fait qu'il soit important, comme chaque équipe chez Fox Intelligence peut avoir des compétences un peu différentes, c'est important, je pense, d'avoir l'agilité pour chaque équipe de choisir la solution qui lui convient. Je prends un exemple, un poil technique de seconde, mais qui me paraît très important. Il y a des équipes qui peuvent manager un cluster Kubernetes parce qu'ils ont les compétences pour. Nous, dans l'équipe Data Science, on n'a pas vraiment les compétences pour ça. Donc c'est pour ça qu'on préfère opter pour d'autres types de solutions. Bon, bah, en fait, chaque équipe peut choisir la bonne solution pour son use case, et en fait on a un panel de propositions qui est hyper important, donc de toute façon on va pouvoir identifier quelle est la bonne solution pour accélérer le time to market. Je voulais rebondir sur les équipes parce que tu en parles et je pense que ça c'est un vrai sujet. Donc j'ai deux questions, désolé, hein, j'en ai plein qui me viennent à chaque fois. La première c'est, faut être combien pour faire tourner un cloud AWS, pour faire tourner une entreprise comme Fox Intelligence, quand on parle IT Ops, DevOps. Et puis la deuxième question, c'est quoi le ticket d'entrée aujourd'hui pour être opérationnel? Est-ce que tu as eu besoin de faire certifier toutes tes équipes ou est-ce que naturellement les gens ont peut-être un mois ou deux d'apprentissage et ils sont opérationnels de suite? Tu peux partager? Ouais, alors le premier sujet, c'est le sujet DevOps, qui est toujours un gros sujet. Nous vraiment on a une équipe DevOps qui est au cœur de tout ce qui est fait chez Fox Intelligence. Rien ne pourrait tourner sans eux. Et aujourd'hui c'est une équipe de 5 personnes sur une société de 120 personnes. Donc l'équipe est pas si grande que ça, mais ce qui est important, c'est qu'on a de plus en plus de sujets DevOps qui sont un peu externalisés dans les équipes, notamment parce que on met en place tout ce qui est infrastructure as a code, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de parties de notre infrastructure qui sont gérées via du code, notamment via un outil qui s'appelle Terraform. J'allais dire CloudFormation, mais non. Mais ça c'est extrêmement important parce que déjà les DevOps c'est des profils qui sont un peu compliqués à trouver. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est des profils compliqués à trouver. Si on veut un profil expérimenté, c'est vraiment compliqué à trouver. Et donc si la croissance de notre société dépend de notre capacité à pouvoir trouver des DevOps, ça va être un peu compliqué. Donc ça c'est le premier sujet. Moi je prends mon exemple dans l'équipe Data Science. J'ai recruté en fin d'année dernière un ML Engineer qui avait une appétence pour les sujets DevOps, et donc du coup il monte en compétence sur le sujet. Comme c'est pas à temps plein, honnêtement c'est un peu plus qu'1 ou 2 mois. Je dirais plutôt que c'est 6 mois pour avoir la maîtrise des outils qui nous sont nécessaires, mais du coup les DevOps lui délèguent certaines de ses tâches, et je pense que c'est vers ce type d'organisation qu'on va essayer d'aller, qui est de lieu d'avoir une équipe DevOps centralisée dont tout le monde dépend, d'avoir des compétences DevOps dans chacune des équipes pour pouvoir avancer de manière un peu plus indépendante. Excellent. Et donc 6 mois, c'est le range que tu donnes à peu près pour le monter en compétence? Ça dépend aussi un peu du background de la personne, gens, mais pour quelqu'un qui n'était pas à 100% sur des sujets DevOps avant, je pense que 6 mois. Mais après, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, c'est quelqu'un qui peut gérer énormément de sujets. Je parle de Terraform, je parle de SageMaker, je parle de QSQS, je parle de SNS, de S3. C'est 6 mois pour avoir la main sur l'ensemble de la stack qu'on va utiliser dans l'équipe Data Science au niveau d'AWS. D'accord. Thierry, chez ITF1, quand on parle des compétences chez vous, alors déjà combien vous êtes pour faire tourner ITF1 en people, et
quel learning curve vous avez, enfin, quel est le temps d'apprentissage, est-ce que tu as un ticket d'entrée pour rejoindre tes équipes aujourd'hui? Ça dépend des postes. On est 150 personnes, un mix profil dev, ops, product owner, scrum, tout ça. C'est une dizaine d'équipes à peu près autonomes, avec des équipes transverses, type équipe infrastructure ou équipe support ou équipe QA, qui sont plutôt transverses. Pour revenir sur les DevOps, j'ai commencé il y a 3 ans par plutôt une vision centralisée, parce que c'était au moment du build, vraiment la migration dans le cloud où il fallait créer l'expertise. Et personnellement, là, je partais de gens qui maniaient du RJ45 et du serveur en data center. Donc, transformation quand même. Donc ça a mis un an d'apprentissage, de certification, d'aide d'intégrateurs spécialisés pour le coup, qui nous ont aidés à faire la landing zone et avec AWS pour vraiment atterrir sur quelque chose et à former les gens. Après une année, ils sont devenus autonomes, le build n'était pas fini et après on est passé sur du Terraform, sur Scalability, sur du Carpenter, sur toute la suite et ça fait 4 ans et depuis l'année dernière on passe dans un modèle décentralisé, c'est-à-dire que les fameuses demandes de mise en production sont plus effectuées par la prod mais par les devs, les scripts Terraform sont faits par d'autres, voilà, avec maintenant tout ce qui est on fait une vingtaine de mises en prod par semaine et certaines fois 5-6 par jour par les équipes elles-mêmes, ce qui fait que les DevOps, les anciennes équipes infrastructure, il n'y en a plus que 4, mais elles font que du build en fait. Elles font vraiment les choses, c'est des RSE infra spécialisés pour mettre à disposition des autres équipes un service d'infrastructure en fait. D'accord. Il y a un sujet forcément qui est derrière tout ça, qui est quand même assez sensible, c'est la sécurité. Je ne vais pas te demander de me donner tous les secrets, mais est-ce que la sécurité chez vous, c'est un point important, je suppose. Est-ce qu'il y a des éléments que tu peux partager avec la salle en termes de bonnes pratiques, sachant que nous, chez AWS, la sécurité, ça fait partie de notre quotidien, mais je pense que pour une plateforme digitale comme ITF1, c'est extrêmement important aussi. J'ai 2 gros sujets de sécurité. Il y en a un plutôt... j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment les attaques. Là, c'est plutôt pendant les événements. Donc c'est plutôt l'événement sportif, pas trop du reste. Donc c'est du firewall applicatif, c'est des attaques anti-DDoS. Mais là, c'est vraiment pour faire tomber la plateforme. C'est vraiment des attaques externes à vocation de vous faire. C'est vraiment pour faire tomber, comme tous nos collègues, je dirais du streaming. Ça vient de pays pas très gentils qui nous attaquent. Ça, c'est la première chose. Donc c'est plutôt de la cyber méchante. Ensuite, il y a la cyber des gens plutôt malins qui essayent de hacker les mots de passe, de choper des comptes, parce qu'en base de données, pour vous dire, on a 20 millions de Français authentifiés. Donc c'est un Français sur 3 qui utilise MyTF1 dans l'année. Donc c'est notre base de données, donc effectivement on doit la protéger, parce que y a des gens qui veulent le socio-démo. Normal. Voilà. Ouais. Donc on la protège, donc ça c'est une chose. Et le troisième type qui est plutôt rigolo, c'est ludique, c'est les gens on se fait attaquer bizarrement les jours de finale de Koh-Lanta pour savoir qui va gagner. Et donc c'est un pic de gens qui veulent savoir d'où ça vient et pour pouvoir parier et remettre ça sur Twitter avant la fin de l'émission. Donc c'est vraiment les 3 types qu'on a en cyber, donc oui on se protège un peu. Ouais, je me doute. Régis, tu as des expériences aussi à partager sur la sécurité chez Fox ? Alors, pour les panels, je suppose que vous avez aussi une forme de confidentialité dans vos données. Clairement. On parlait d'anonymisation tout à l'heure. Nous, de base, on a des accès à des millions de boîtes mail de consommateurs, donc forcément, c'est un sujet qui est très sensible. Mais il y a aussi autre chose qui est extrêmement sensible, c'est que c'est les accès en interne. C'est-à-dire que, comme je le disais, on a accès à des boîtes mail et la donnée elle est rapidement anonymisée au début du pipeline, ce qui fait que l'immense majorité des gens de chez Fox Intelligence n'ont même pas accès à la donnée personnalisée, ils ne travaillent que sur de la donnée qui est déjà anonymisée. La complexité, c'est comment est-ce qu'on peut gérer l'accès des droits à tout le monde. Personnes. Exactement. Ce qui a pendant longtemps été quelque chose qui a été centralisé chez les DevOps, donc il fallait ouvrir un ticket DevOps pour demander si telle personne pouvait avoir accès à telle base de données. Forcément, les tickets s'accumulaient et ça prenait du temps et c'était pas très efficace.
comme méthode. Et c'est là aussi où passer sur une infrastructure gérée par du code, c'est méga efficace parce qu'aujourd'hui, sans trop rentrer dans le sujet technique, mais si je veux un droit à quelque chose, j'ai juste à faire une pull request, donc je modifie une ligne de code et quelqu'un me l'autorise et c'est bon, les droits sont gérés. Et donc on gère les droits des personnes et des services de cette manière-là et c'est beaucoup plus facile pour nous tout en gardant quelque chose qui soit très sécure parce que nous, le problème, il peut aussi venir de l'interne. Enfin, de l'intérieur. Exactement. Donc c'est là-dessus où c'est un peu différent. Si tu devais nous donner 2-3 messages clés, enfin 2-3 enseignements pour la salle de aujourd'hui, pourquoi vous faites ce métier chez Fox Intelligence avec un cloud comme AWS, pourquoi sur AWS, pourquoi dans le cloud, en 3 points. Le premier point, c'est la scalabilité. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Qui est que je parle plus du point de vue d'une startup, mais une startup, on ne sait pas toujours exactement quand ni comment on va grandir. Par exemple, nous, entre janvier 2022 et janvier 2023, on a doublé la quantité de data points qu'on processait chaque jour. Mais début 2021, personne n'aurait été capable de le dire. Donc forcément, c'est lié à l'acquisition par Nielsen IQ. Ouais. Donc, pour nous, la scalabilité sans le cloud, c'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est... alors, je dirais, je ne sais pas si c'est l'agilité ou le time to market, mais c'est en fait la capacité de pouvoir aller très vite. C'est-à-dire que si demain, je veux tester quelque chose, je veux pouvoir le faire vite. Et une politique qu'on a mis en place chez Fox Intelligence, c'est qu'on a un environnement AWS qui est dit environnement de sandbox. Donc c'est pour tester des choses. Ce n'est pas notre environnement de production. Et les accès sont assez ouverts sur cet environnement de sandbox pour tout le monde dans la boîte, des profils plus ou moins techniques. Et ça, c'est super important que si quelqu'un veut innover, il se dise « Ok, j'ai cette idée, je vais sur la plateforme, j'ai accès à tel serveur, je me crée tel service, je teste, ça marche pas, on supprime, ça marche, on voit comment on va l'industrialiser et le basculer sur l'environnement de production. » Donc ça nous permet vraiment d'être agile et de pouvoir scaler. Scalabilité, agilité. Il y avait un troisième ou... Le troisième, mais je suis pas le mieux placé chez Fox Intelligence pour en parler, mais c'est aussi sécurité, parce que forcément on a un VPC qui est géré par notre équipe DevOps et qui est complètement déployé sur AWS. Donc ça aussi, en termes de sécurité, ça nous aide beaucoup. Thierry, ça va être un peu la même question pour terminer un peu cette table ronde. Si tu dois nous citer 3 enseignements principaux d'un cloud comme celui d'AWS aujourd'hui, et pourquoi vous êtes parti dessus? Un peu les mêmes que Régis. Ce que j'ai parlé, c'est les montées en charge. Ça, c'est sûr que sans AWS, ça aurait été compliqué. Après, je rajouterais, moi, ce qui est business enabler, c'est vraiment permettre. En fait, on ne sait pas où on va. Le streaming, c'est un business qui est assez incertain. Et on doit faire des choses vite. Sur des exemples concrets que j'ai donnés sur on sort un service payant en 2 mois, on sort des chaînes en 3 mois. Quand l'année dernière, on nous dit tiens, on va refaire la Starac, c'est dans 2 mois, et donc on a fait une chaîne éphémère 24 heures sur 24 avec la Starac. C'est aussi parce que c'est AWS. En broadcast, c'est juste pas possible. Donc ça permet, ça se laisse la possibilité de faire des choses en fait. Ça évite ça nous permet d'avoir des portes ouvertes. Et après, qu'on les prenne ou qu'on les prenne pas, c'est une décision. Mais au moins, ça nous permet d'y aller. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième, l'accompagnement, je dirais. Les services d'accompagnement, de conseil, qui sont quand même, justement, comme on ne sait pas trop où on va, on demande conseil, tiens, comment on fait? Ou si on doit faire ça, comment on fait? Voilà. Accompagnement de chez nous? Ouais. Ok, super, merci. Je vois l'heure passer. Je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Je voulais vous remercier à tous les deux pour le temps que vous avez pris à répondre à mes questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On est en fin de journée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question à Thierry ou à Régis? Non? C'est clair pour vous tous? Alors je pense que vous pouvez les applaudir alors.